Jeudi 28 mai 2026, la librairie Ombre Blanche recevait la romancière Anne Garretta, autrice du roman expérimental Sphinx, paru en 1986 et réédité en 2025, et lauréate du prix Médicis pour Pas un jour, paru chez Grasset en 2002. Elle y présentait en dialogue avec Gwendolyn Cravero, DJ, portrait de l'artiste en animal nocturne, paru au Mercure de France, une traversée éblouissante dans la mémoire de l'autrice lorsqu'elle était DJ dans les années 80. Bonne écoute. Alors, si vous êtes tous d'accord, on va commencer cette rencontre. Donc merci tout d'abord d'avoir bravé la chaleur pour nous retrouver ici, il fait bien plus frais. Donc bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Anne. Donc nous sommes ici ensemble pour à l'occasion de la parution de DJ, portrait de l'artiste en animal nocturne, paru aux éditions Mercure de France. Je vais commencer par situer un petit peu le livre et vous-même, pour celles et ceux qui vous découvrirez un petit peu ce soir, qui découvrirez votre travail. Vous êtes une figure assez singulière de la littérature contemporaine française, normalienne, membre de l'Oulipo. Vous vous êtes fait connaître très jeune avec Sphinx en 1986, un roman expérimental qui racontait une histoire d'amour sans jamais assigner de genre au personnage, ce qui en fait encore aujourd'hui un texte pionnier sur les questions de langue et d'identité. Vous avez ensuite construit une œuvre rare, exigeante, souvent en dialogue avec les contraintes, la mémoire et les formes du désir. Avec DJ, vous revenez sur une période fondatrice pour vous et toute une communauté, les années 80, où vous êtes à la fois étudiante et DJ dans les nuits parisiennes, notamment dans le club lesbien du Katmandou à Paris. Mais le livre, ça n'est pas simplement un récit autobiographique, c'est également un récit d'apprentissage, une plongée dans une culture nocturne dans les marges, à la fois à Paris, à New York, à Berlin. Une réflexion sur le geste artistique lui-même, le rythme et l'animalité qui peut en découler. Car chez vous, mixer des disques et écrire relève d'un même mouvement. Il s'agit de travailler la matière, qu'elle soit sonore ou langagière, pour produire du rythme, de la sensation, une forme d'expérience, parfois intellectuelle et une grande majorité du temps aussi corporelle. Le livre y restitue aussi la nuit comme un véritable contre-monde, un espace avec ses règles propres, ses temporalités, ses communautés, ses formes de savoir et de découverte. Et enfin, on peut aussi dire que DJ est un livre profondément politique, mais sans vraiment l'indiquer. Il interroge les normes sociales, les identités de genre, les espaces de liberté, mais aussi les fragilités, notamment dans le contexte des années SIDA. Ensemble, on va pouvoir parler ce soir de la nuit comme un espace des corps et des communautés, de l'apprentissage du travail et de la pratique de disquaire et de DJ, du lien entre musique et écriture, de mémoire queer et de souvenirs épars, mais aussi de ce que cette expérience de la nuit continue de produire dans une vie et dans une œuvre. C'est un gros programme. N'est-ce pas ? Promis, j'ai beaucoup de questions, mais vous répondez à celles que vous pouvez et on fera ça dans les temps impartis. D'accord. C'est pour montrer à quel point ce livre est quand même en plein de thématiques, aborde plein de thématiques avec une très grande finesse. Donc tout d'abord, ce livre, il revient sur une période très précise de votre vie, mais sans donner l'impression d'un simple retour nostalgique. Quand vous avez commencé à écrire, qu'est-ce qui vous importait le plus ? C'est-à-dire, est-ce que c'était retrouver une époque et ses sensations, ou est-ce que c'était comprendre quelque chose de cette expérience-là ? J'ai mis longtemps à l'écrire, le livre, parce que je n'étais pas sûre qu'il était nécessaire de l'écrire. Je n'aime pas particulièrement écrire, je n'aime pas particulièrement publier. Il faut qu'il y ait une nécessité pour que je le fasse. Et dans ma vie, dans ma profession, je lis beaucoup de livres. Par exemple, cet été, je vais en lire un très très grand nombre pour le jury du prix Médicis. Et à chaque fois, il y a des jours où je me dis, mais à quoi bon avoir tué des arbres pour imprimer quelque chose qui ne nous apprend rien
est juste la réitération de la même formule indéfiniment avec de toutes petites variations et sans singularité. Et j'ai tendance à me décourager souvent en me disant non, ça c'est pas intéressant à raconter, tout le monde connaît ça, tout le monde a déjà lu ça, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Et un soir, j'avais dîné avec une de mes amies de l'Oulipo, Valérie Baudouin, et elle m'avait vu faire un set de DJ la semaine précédente au Vepler à Paris. Et elle m'a demandé « Mais comment tu fais ceci et cela ?» C'est une femme très bien informée, c'est une femme qui lit des choses, qui a énormément de culture. Et j'ai commencé à lui expliquer les gestes techniques, c'est-à-dire comment on fait et qu'est-ce qui importe pour faire danser des gens en face de soi. Et je me suis rendu compte en lui expliquant que eh bien, ce savoir-là n'était pas un savoir commun. Et à plusieurs occasions, j'ai reparlé avec elle de ses techniques, de ses pratiques, de l'histoire, de ses matériels, de l'histoire des boîtes de nuit. Et je me suis rendu compte que ce que je savais, et je le savais assez bien parce que je l'ai pratiqué et j'en ai des souvenirs très précis, n'existait pas, n'avait pas été raconté, n'avait pas été écrit, ou très très peu. Et certainement encore moins en français que dans d'autres langues. Et donc, en particulier dans la littérature française, ce qui me désole, c'est qu'il y a une absence absolument criante de proximité avec les savoirs techniques, avec ces choses qui nous entourent, qui rendent notre vie possible et vivable et agréable, et sans lesquelles nous ne survivrions pas, mais dont la littérature française et le roman, à quelques exceptions près, ne dit jamais rien. Et les autobiographies non plus d'écrivains, c'est comme si les écrivains n'avaient pas de main et ne faisaient rien avec leurs mains. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose d'un peu particulier, d'un peu singulier, et que ça valait peut-être la peine que je passe beaucoup de nuits à écrire et à rendre compte, donc non seulement de la technique et de son évolution, mais aussi de comment j'ai appris à faire ce métier, dans quel contexte. Ce contexte étant bien entendu, c'était il y a longtemps, c'était il y a 40 ans. Les témoins ont disparu, il y a très très peu de traces parce que c'était des cultures et des lieux marginaux, parce que les gens qui sortaient la nuit n'écrivaient pas nécessairement leur mémoire ou ne tenaient pas nécessairement de journal intime. Et donc, il y avait quelque chose qui demandait à être retracé. Et donc, la collection Traits et Portraits me convient bien, c'est les traits pour retracer quelque chose qui n'est plus là et qui n'est pas une évidence partagée. Voilà. Vous avez avancé sur beaucoup de questions que j'avais, donc très bien, merci. Non, c'est très, très intéressant. On sent dans le livre que être DJ, c'est justement, comme vous le dites, pas une activité annexe et pas une activité anodine, loin de là, mais vraiment une manière d'apprendre à percevoir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que ça avait pu vous apprendre sur justement la notion de perception et sur vous-même et sur vous vis-à-vis des autres aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est un poste particulier en termes d'une sorte de vigie musicale et un peu directive. Alors le problème, c'est que quand on le fait, au moment où on le fait, on ne sait pas ce qu'on fait. On fait quelque chose et puis on ne sait pas. C'est pareil qu'écrire. On écrit quelque chose et on ne sait pas ce qu'on est en train d'écrire. Et il faut beaucoup de temps et aussi des moments particuliers pour en fait percevoir ce qu'on a perçu. Et la grande difficulté, c'est d'arriver d'abord à décrire des gestes,
à décrire des espaces, décrire des situations, à donner à voir des gens qui passent, des lumières, c'est-à-dire tout le milieu dans lequel des événements se produisent. C'est très difficile à faire de manière non didactique, et c'est une fois même qu'on l'a fait, on n'est pas encore au bout du travail, parce qu'on a beau avoir décrit des gestes, des milieux sensibles, de lumière, de son, c'est toujours aussi énigmatique. Et donc, la difficulté du livre, ça a été de rendre évidentes des choses que je n'avais pas pensées avant et qui étaient en réalité très énigmatiques. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est DJ, qu'il y a une piste de danse devant vous ou à une certaine distance de vous, et qu'il faut faire danser les gens. Qu'est-ce qu'on capte ? On ne sait pas ce qu'on capte. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on capte ou ce qu'on ne capte pas. Mais une piste de danse avec des gens qui dansent dessus, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. D'un seul coup, si vous passez le mauvais morceau, vous perdez votre piste. Ça s'appelle casser sa piste. Et j'ai cassé beaucoup de pistes. Mais c'est comme ça que j'ai appris, mais sans savoir ce que j'apprenais, à percevoir ou à ressentir des corps sur une piste de danse comme un corps composite sensible, et à cesser de regarder les corps individuels pour sentir ce multiple, cette multitude sur la piste de danse et m'adresser par le biais de la musique à cet assemblage assez étrange. Mais ça, je ne savais pas ce que je faisais. Je le faisais en le faisant. Et c'est rétrospectivement, à force de chercher à comprendre comment je le faisais, que j'ai eu un début de commencement d'illumination sur la nature même du travail de DJ. Voilà. Vu de l'extérieur, c'est rien. C'est un disque, et puis un disque, et puis un disque, et puis un disque, et puis un autre disque. Tout le monde peut faire ça. Sauf qu'il y a autre chose dans l'interstice entre les disques, qui fait la différence entre une piste de danse et un désert avec des gens qui font tapisserie le long des murailles. Voilà. C'est peut-être ça justement l'aspect plus animal dans le titre, auquel le titre fait allusion. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre et dans votre écriture et dans la pratique de DJ qui vraiment oscille entre l'instinct, la sensibilité, le sensible vraiment, le corps, et justement la pratique plus matérielle, c'est-à-dire vraiment technicité, un apprentissage des objets et du son. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'acoustique, par exemple, que j'avais jamais analysé comme ça, alors que je vais régulièrement dans des espaces avec de la musique amplifiée. Ouais. Et je trouvais que ça ramenait le corps à un espace très technique aussi. Oui. Et c'était très, très intéressant de trouver cet équilibre. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous essayez de faire en montrant vraiment que cet équilibre-là existe aussi dans la démarche de DJ, quoi. Oui, c'est les techniques du corps, et toutes les sociétés produisent des techniques du corps. Simplement, elles sont tellement intégrées à notre manière d'être et de vivre qu'on ne les remarque même pas. Il y a des choses très très belles qui ont été écrites dès le milieu du XXe siècle par Marcel Mauss en sociologie sur le fait que dans diverses sociétés, on ne dort pas dans les mêmes positions, on ne marche pas de la même manière, on ne se mouche pas de la même manière. Tout ça qui sont des gestes de la plus grande simplicité qui nous paraissent naturels sont culturellement inculqués et ont des spécificités. Alors, on part du plus simple, c'est dormir, marcher, se moucher, mais il y a aussi danser.
Et tout ce que nous avons construit culturellement, comme technique, comme médiation, comme outil, comme machine, pour arriver à faire bouger des corps d'une certaine manière et à les amener à un certain état. Et ça, c'est transparent à nos yeux. On ne le voit pas, tellement c'est intégré à notre vie. Donc, supposons que vous allez dans un concert de musique électronique, supposons que vous alliez danser dans une soirée techno, house, tout ce que vous voulez. Vous rentrez dans l'espace et le son vous enveloppe. Vous ne vous posez pas la question de d'où vient ce son, qu'est-ce qu'il a produit, est-ce qu'il pourrait être différent, est-ce qu'il y a des signatures sonores différentes. Tous les paramètres de cet environnement sensible affectent la manière dont vous allez vous conduire, la manière dont vous allez ressentir le temps, la mémoire que ça vous en laissera et la manière dont vous entrerez en relation avec d'autres. C'est vrai que j'ai l'impression que le corps peut parfois être un impensé et dans la littérature et l'écriture, parce qu'il y a le côté un petit peu intellectuel de cette pratique-là. En tout cas, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Pourtant, encore une fois, comme vous le dites, on écrit aussi avec son corps. Et c'est aussi un impensé quand il y a justement cet aspect vraiment technique. Et je trouve que du coup, ça, c'est quelque chose que vous mettez bien en valeur dans le texte pour essayer de le repenser un petit peu différemment. Je voulais aussi discuter avec vous du lien qu'il peut y avoir avec Sphinx, que j'ai également amené aujourd'hui. DJ, il donne parfois l'impression de revenir vers Sphinx avec, par exemple, le personnage principal qui était DJ, le monde qui l'entourait, les clubs, la musique, les nuits, certaines sensations, justement. Je sais que dans le livre, vous dites que c'est un livre dans lequel vous ne vous retrouvez plus forcément à présent, mais je voulais juste voir avec vous comment ce nouveau livre, pour vous, en tout cas, encore une fois, dialoguer avec Sphinx. Ouais. Sphinx était un roman, c'est-à-dire que ce qui est construit et ce qui est la fiction fondamentale de ce roman, c'est la construction du personnage narrateur et du point de vue sur le monde fictionnel qui est représenté dans le roman. Et il est très très clair que moi, personnellement, si ce moi, personnellement, peut être identifié à quoi que ce soit, n'est pas identifiable à la voix qui narre Sphinx. Il y a un écart qui est un écart massif. Et je pense que la plus grande différence que sans doute vous pouvez percevoir entre Sphinx et DJ, c'est Sphinx, c'est le roman de quelqu'un qui a trop lu Platon. C'est d'un dualisme épouvantable. Enfin, non, je ne dis pas épouvantable. C'est marqué par un dualisme effréné. Une intensité des émotions. Une coupure fondamentale entre le sensible et l'intelligible. Alors que tout l'effort de DJ, c'est d'arriver à raccorder et à montrer comment se fait cette jonction entre le sensible et l'intelligible. DJ est un texte matérialiste, voilà. Par différence avec Sphinx, qui est d'un idéalisme échevelé et effréné. Voilà. Donc ça, c'est la première différence. Je peux vous en... Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, mais je peux en indiquer une autre. C'est quand on écrit, sauf les gens qui se copient eux-mêmes et qui finissent par devenir la caricature de leur propre style, la langue qu'on parle évolue. Et en 40 ans, comme écrivain, j'ai évolué, c'est-à-dire que c'est plus la même phrase, même s'il y a des points communs ou des traits communs, c'est plus la même allure syntaxique et c'est plus la même construction. Sphinx, je l'ai construit de manière extrêmement délibérée, avec un plan, des notes, c'est structuré, alors que dans DJ, j'ai fait vraiment ce que fait un DJ, à savoir
un travail d'improvisation à partir d'un matériau que j'avais accumulé. Donc, si vous voulez, Sphinx s'est construit comme une symphonie et DJ, c'est une improvisation de free jazz. Voilà. Donc, ça n'a pas le même son littéraire. Donc. Et c'est vrai qu'on le voit même dans la sonorité dans DJ. J'ai noté quelques passages où justement on voyait que le rythme de l'écriture, et je ne sais pas si c'est peut-être aussi votre passé ou actualité de DJ, mais si cette pratique-là a aussi changé quelque chose dans le rythmique d'écriture, mais on voit qu'effectivement il y a des sonorités qui ressortent, des phrases qui sonnent différemment. Et je me posais la question également, parce que dans Sphinx, il y a aussi la question d'une sorte de contrainte. Alors, en étant membre de l'Oulipo, il y a aussi cette question-là de travailler sous la contrainte. Si dans DJ, vous vous étiez donné, entre guillemets, peut-être inconsciemment, mais la contrainte de travailler avec un support qui était du coup un peu épars, en tout cas pas sur lequel vous ne pouviez pas vraiment vous appuyer sur tout, parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre, c'est aussi parfois des scènes très sensibles à des moments, des instants qui ne sont pas forcément... C'est pas linéaire dans l'écriture, et je trouve que ça peut aussi apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous diriez que ça peut apporter de différent à une écriture peut-être plus linéaire, ou peut-être moins contrainte par ces problématiques-là de mémoire un peu... Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est la linéarité, c'est-à-dire en fait la temporalité narrative, et le fait que Sphinx étant un roman d'une facture très classique, en dehors de sa contrainte qui n'est pas du tout classique, il s'agit dans Sphinx de constituer une structure narrative bien articulée. Il y a du temps, il y a de la temporalité, on avance, on recule, etc. Il y a de l'intrigue. Donc c'est un ordonnancement du récit, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors que dans DJ, vous n'avez absolument pas, au moins en apparence, de mise en intrigue avec du suspens, quelque chose qu'on attend, une quête, etc. Donc ce serait la différence entre, disons... C'est pour ça que DJ n'est pas un roman, c'est un essai. Un essai au sens classique de l'essai, qui très souvent a trait à l'autoportrait. Si vous regardez Montaigne, les essais, le texte d'origine principielle, c'est de l'ordre de l'autoportrait. Mais ce n'est pas une autobiographie. Et de la même manière, DJ n'est pas une autobiographie. C'est des portraits et de l'autoportrait. Donc, il y a cette différence fondamentale. Il y en a une autre qui a trait à la question de la contrainte. Je pense que on a tendance à voir l'Oulipo, et même l'Oulipo a tendance à se voir soi-même comme un magasin de contraintes, de recettes. C'est livre de cuisine, de procédés. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Et même l'Oulipo se trompe là-dessus, je crois. Si vous prenez La vie mode d'emploi de Georges Perec, qui est quand même le texte oulipien princeps, c'est l'exemple absolu de ce que, alors avec un autre roman comme par exemple Si par une nuit d'hiver, un voyageur de Calvino, qui est l'autre exemple emblématique. Tout le monde s'est focalisé sur le cahier des charges de la vie mode d'emploi. Et tout le monde est allé voir le livre de recettes, etc., cahier des charges, polygraphie du cavalier, liste à n'en pas finir avec permutation en pseudo-quenine, etc., etc. Et vous en avez un fort volume. Et tout le monde commente les procédés. Ils sont explicités. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que quand Perec passe 1 an, 2 ans à établir son cahier des charges pour la vie mode d'emploi, il fignole la structure, il fignole l'avant-texte structurel de son livre. Mais quand il s'assied pour l'écrire, il s'assied au clavier,
il prend le cahier des charges pour un chapitre et il improvise au clavier. Donc il y a une tension, où il y a une dualité fondamentale dans ce que fait Perec, et ça c'est dès les années 50, quand il écrit à son ami Jacques Lederer, il lui dit « Je suis allé écouter Boulez, c'est génial, c'est sublime, c'est de l'atonalité systématique où tout est construit et déterminé par des paramètres qui ont été pensés et délibérés. » Et d'un autre côté, il lui dit « Free jazz, ces mecs sont géniaux. » Donc, Perec, c'est ça. C'est Boulez et le free jazz tenus ensemble. Et la vie mode d'emploi a une structure boulésienne, mais sur un canevas boulésien, il a produit de l'improvisation de free jazz. Et c'est chacune des phrases de la vie mode d'emploi. Bon, donc, ce détour pour dire que il n'y a pas que Boulez dans la vie, il y a aussi le free jazz. Il n'y a pas que le free jazz, il y a aussi Boulez. Et ce que l'Oulipo perd de vue, c'est la tension, la dynamique, ce que l'Oulipo a eu tendance à oublier dans sa vie de groupe, c'est la tension dynamique entre ces deux pôles. Et un bon écrivain olympien, selon moi, que ce soit Calvino, que ce soit Perec, que ce soit Jacques Roubaud, ce sont des gens qui arrivent à tenir cette tension entre la structure délibérée et l'improvisation structurée. Vous ne l'avez pas senti comme une contrainte en tant que telle d'avoir peut-être pas un support Non. Ouais, très bien. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur vraiment le cœur du texte. Vous parlez notamment beaucoup du milieu de la nuit comme une expérience collective et corporelle vraiment unique en son genre. Aujourd'hui, on parle beaucoup des clubs comme d'espaces de liberté, de refuge. Est-ce que c'était déjà pensé comme ça dans les années 80 ou est-ce que c'est une lecture plus rétrospective selon vous ? C'est une lecture rétrospective et je pense que c'est une idéalisation du milieu de la nuit. Il y a un paradoxe où il y a une contradiction fondamentale. Ce sont des lieux marginaux. Et étant des lieux marginaux, ce sont des lieux où vous avez une levée de la censure, mais qui sont aussi l'objet d'une surveillance extrême. Et donc, en effet, vous sortez la nuit dans une boîte, tous les codes qui régissent le jour ne sont plus là. Vous avez l'illusion d'une extrêmement grande liberté, mais quand vous allez regarder un petit peu en dessous, vous voyez que tous les clubs sont surveillés par la police, que souvent ce sont des endroits qui sont contrôlés par le milieu, et que tout un tas de trafics assez dégueulasses s'y produisent. Et je donne quelques échantillons de ces trafics à un moment dans un chapitre tardif du livre. Il y a en effet un potentiel d'émancipation dans la nuit quand on cesse d'avoir à se représenter selon les codes du jour. Mais il y a aussi captation de ce potentiel par tout un tas de trafics divers et variés. Et la grande difficulté, c'est de naviguer entre ces deux possibilités. Justement, vous parliez de représentation, de comment on est différent peut-être dans le milieu de la nuit, et ça me fait rebondir sur les questions de genre également, parce que vous en parlez aussi dans le livre, notamment au travers des vêtements, au travers de comment on se présente et comment on sort peut-être aussi de normes très hétéronormées ou très classiques et conformes. Pour vous, ces codes implicites, ces apparences, ces attitudes et cet espace de la nuit, est-ce que vous direz que ça permet d'échapper aux catégories du jour, ou est-ce que ça permet de jouer avec elles de manière peut-être plus consciente ? Les deux, parce que pour pouvoir échapper, il faut pouvoir jouer. Il faut qu'il y ait du jeu dans la représentation, qu'il y ait du jeu dans la manière dont on se
dont on se met en scène. Et là, encore une fois, ce sont des techniques sociales très très subtiles. Et il y a un art, il y a très clairement un art de se mettre en scène la nuit qui n'est pas l'art de se représenter le jour. Et est-ce que ça, c'est pas aussi très lié au milieu, là en l'occurrence LGBT ou queer? J'ai l'impression que c'est un espace de liberté qui est différent pour plein de raisons qu'on connaît malheureusement en termes de contexte social, pas forcément très acceptant parfois. Et est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez aussi en tête, de mettre en valeur, Oui. voilà, parce qu'on voit notamment pas mal de jeunes générations qui cherchent à reconstruire des histoires queer, des archives qui ne sont pas forcément toujours très trouvables, comme vous l'avez dit, parce que les gens, sur le moment, ne les archivaient pas. Est-ce que vous l'aviez en tête, ça, en écrivant ? Oui. Et il faut aussi penser à une chose, c'est qu'il y avait très très peu de photos à l'époque. D'abord, tout simplement parce que tout le monde, on se promenait pas avec dans la poche de quoi prendre une photo comme ça au débeauté, et parce que la nuit, avec les techniques argentiques standards, prendre une photo en très très basse lumière, ce n'est pas facile. Lâcher un flash dans une boîte de nuit qui est une boîte de nuit marginale, vous prenez en photo des gens qui n'ont peut-être pas envie d'être espionnés, d'être identifiés dans ces lieux. Et donc, il y a très, très peu de photos de ces endroits où j'ai passé beaucoup de nuits. Il y en a quelques-unes et qui sont cadrées généralement assez serrées. Je les ai mises dans le livre. Il y a probablement des archives qui dorment ici ou là et donc j'espère qu'elles ne seront pas toutes perdues avec le décès des gens qui ont pris ces photos, parce qu'il y avait quelques photographes. Mais dans l'ensemble, la documentation sur cette époque-là, elle est minimale. Elle est minimale. Et pas simplement à Paris, partout. Et ce qui se passe aussi, c'est comme la mémoire a horreur du vide. Donc tout le monde croit savoir ce qu'étaient les boîtes de nuit des années 80 à Paris, à Berlin, à New York, tout simplement parce qu'il y a une boîte ou deux boîtes emblématiques qui ont été super bien documentées parce qu'elles étaient, elles étaient standards. Et donc, elles prennent toute la lumière et elles écrasent le reste du paysage. Donc vous croyez savoir ce qu'était la nuit parisienne des années 80 parce que vous avez vu des films sur le Palace. Sur le Palace, il y a de l'archive massive, il y en a plein. Et il en sort tous les jours. Mais ça, c'est, une sorte de souvenir écran. Tout le reste de la géographie a disparu. Il y a des clubs où je suis allée qui ne sont même pas mentionnés sur le web. Il y a des DJ que je n'arrive pas à retrouver le nom d'un certain nombre de DJ que j'ai entendu mixer dans certaines boîtes, inconnus au bataillon. Et d'ailleurs, à l'époque, dans les boîtes LGBT, etc., les gens ne donnaient pas leur nom. On avait un prénom et c'était souvent un pseudonyme. Voilà. Donc, après ça, allez donc retrouver les témoins. Il n'y a pas de photos. Il y a de grandes difficultés à identifier les témoins et les acteurs de l'époque. L'archive administrative a disparu parce que personne n'a gardé la comptabilité de ces boîtes. Et de toute façon, les 3/4 du personnel étaient payés au noir. Donc, il n'y a pas de traces. Alors, il y a peut-être le fichier des renseignements généraux et de la mondaine. J'aimerais bien aller le voir. Je suis sûre que c'est plein de délire.
Anne Garetta à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 28 mai 2026, autour de la parution de son livre DJ, portrait de l'artiste en animal nocturne, paru aux éditions du Mercure de France. C'est intéressant parce que, est-ce que du coup, pour vous, écrire notamment ce livre, puisque vous parliez du fait qu'il fallait qu'il y ait une utilité pour vous, il fallait qu'il y ait un manque peut-être dans la littérature pour le faire, est-ce que pour vous c'était aussi de lutter contre une certaine disparition de cette expérience, de ce milieu, de ce monde que vous aviez connu et qui vous a appris multiples choses? Absolument. Et il y a eu une autre catastrophe qui a fait disparaître beaucoup de choses, ça a été l'épidémie de sida, qui a emporté un grand nombre de gens, soit que ce soit des DJ ou des gens qui tenaient des boîtes, ou des gens qui sortaient beaucoup en boîte. Et alors, je vais donner un exemple. Quand j'allais à New York, j'allais dans plein de boîtes différentes, mais il y en a une très spectaculaire dans laquelle je suis allée souvent, et dans laquelle il n'y avait quasiment pas de femmes. C'était The Saint, qui était un club extraordinaire, une piste de danse, 400 mètres carrés, 12 mètres de hauteur sous plafond, une sono, vous en rêveriez dans votre salon, tellement c'était du luxe pour l'oreille. Un light show incroyable, etc., etc. Bien. Au début de l'épidémie de sida à New York, on n'appelait pas encore la maladie le sida, AIDS. On l'appelait The Saint's Disease. La maladie du Saint, tout simplement parce qu'on peut dire que grosso modo 80% de la clientèle a disparu, emportée par l'épidémie dans la première moitié des années 80. Et la boîte a fermé en 86. Voilà. Donc, alors il reste des traces. Là, il y a des photos parce que c'était quand même assez bien documenté. On sait exactement comment était fait la sono du Saint. Il y a toute la documentation technique. On a toute l'archive qui a été conservée de toutes les soirées particulières au Saint. Mais les témoins ont presque tous disparu. Et ça, cette notion d'histoire collective, d'histoire de communauté et d'histoire profondément politique aussi. Ouais. C'était dès le début de votre écriture, c'était dans le projet dès le début, ou est-ce que c'est pareil, c'est en écrivant, avec vos souvenirs, avec tout ça que... Ouais. C'est quelque chose que vous aviez déjà pris le recul avant même l'écriture, de voir comme... Ce qui m'a toujours fasciné dans les boîtes de nuit, en dehors de l'ambivalence de à la fois la surveillance, l'émancipation, les trafics divers et variés, les activités sinistres sous la surface, c'est que le dance floor, la piste de danse, je l'ai toujours ressenti comme une sorte d'énergie, comme une sorte de puissance. Et rétrospectivement, ce que je perçois, c'est la capacité ou la potentialité politique de cette énergie. Alors, ce que je dis là, c'est très bien attesté, en fait, dans toute la philosophie occidentale. Okay ? Platon veut bien que dans la République idéale, on danse. Parce que la danse est l'art qui ne sépare pas les danseurs et qui, au contraire, les réunit. Jean-Jacques Rousseau dit la même chose. Il ne veut pas d'opéra dans sa République idéale, mais il veut bien des fêtes où les gens dansent ensemble. Donc ce potentiel politique de la danse, il a été identifié il y a très 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 longtemps. Et je pense qu'il est réel. Et je pense en particulier que pour les minorités sexuelles et raciales, au cours du XXe siècle,
et disons dans les années 80, s'il n'y avait pas eu cette proximité ou cette puissance politique d'avoir dansé ensemble, les gens qui ont fondé ACT UP, les gens qui ont fondé AIDS, etc., ne se seraient pas retrouvés ensemble pour une activité politique. Et je pense que le préalable à l'émergence politique des minorités ou des courants marginaux tient à ces formes de rassemblements qui sont des rassemblements nocturnes où les paramètres de l'existence et de la présentation de soi changent et où on rentre en contact et où on fait milieu, où on fait corps avec d'autres d'une manière différente. Oui, vous en parlez très bien avec, je trouve, la notion de bulle un petit peu. Le fait que dans un club, dans un espace sonorisé, on se retrouve à rentrer dans la bulle de quelqu'un d'autre un peu par obligation, et que c'est ça qui crée aussi la communauté au sens communauté dansante. Oui. Et je trouve ça Mais intéressant. c'est la différence entre le métro aux heures de pointe, si vous voulez, et un dance floor qui est vraiment en fusion. Le métro aux heures de pointe, c'est insoutenable. C'est-à-dire, vous êtes empilés comme des sardines avec des gens et c'est révoltant. Vous n'en voulez pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que si vous le regardez de l'extérieur, sur un dance floor dans une boîte de nuit, quand vous avez vraiment un dance floor en fusion, c'est l'équivalent du métro aux heures de pointe. Mais au lieu de produire de l'horreur, ça produit un plaisir inouï. Donc, ce qui est dans le métro aux heures de pointe, une violation de l'espace qui est votre espace individuel, la bulle, dont on sait très très bien aussi qu'elle est culturellement codée, c'est-à-dire, suivant les cultures et les civilisations, on ne se tient pas à la même distance des gens. La distance interpersonnelle, elle n'est pas universelle. Par exemple, je vis aux États-Unis la moitié de l'année et je me suis rendu compte assez vite que quand j'ai débarqué aux États-Unis, j'étais beaucoup trop proche des gens. Et ça les inquiétait. Ils se sentaient, mal à l'aise, tout simplement parce que je ne respectais pas la bonne distance américaine, qui est plus grande entre les individus. Bien. Donc cette bulle qui existe, qui a été mesurée d'ailleurs par les sciences sociales, dans le métro à l'heure de pointe, elle souffre. Ce qu'il y a de sublime dans le dance floor, c'est que sur une piste de danse, vous pouvez abolir la bulle sans souffrir. Tout simplement parce que la musique vous crée une bulle supplémentaire. Et donc, ce que fait la musique, c'est qu'elle permet aux bulles individuelles de se résorber pour faire une enveloppe plus générale d'un corps multiple sur la piste de danse. Voilà. Et ça, je ne le savais pas. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais je pense que c'est une description qui est exacte. La prochaine fois que vous allez aller danser, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je peux me tenir aussi proche de gens qui sont des étrangers, avec qui je n'ai rien à voir, et qui, si j'étais empilée avec eux dans le métro, me ferait horreur. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est effectivement un espace collectif très intense, les clubs. Et vous parlez aussi quand même de beaucoup de solitude et dans le métier de disquaire, de DJ. Et aussi, sur la fin de votre ouvrage, vous êtes dans quelque chose de plus intime, j'ai l'impression, et vous parlez beaucoup de ce côté un petit peu animal sauvage, de cette solitude, de ce rapport à l'humain qui est quand même aussi parfois distancé. Et j'aimerais un petit peu voir avec vous comment ces deux dimensions, elles coexistent, chez vous ou dans le livre, selon ce que vous voulez dire.
Le paradoxe du DJ qui fait cette abolition des bulles individuelles pour créer une enveloppe sonore pour une sorte de construction monstrueuse ou assemblage de corps dansants, c'est que le DJ ne fait pas partie de ce corps-là, il est à distance, ou elle est à distance. Et que c'est un métier très, très, très solitaire. D'ailleurs, la raison pour laquelle je suis devenue DJ, c'est parce que c'est pas que j'avais décidé de devenir DJ, c'est par hasard. C'est parce que Momo, qui était par force DJ du Katmandou parce que les précédents DJ avaient disparu, n'était pas là, n'aimait pas être DJ parce que c'était trop solitaire. C'était une femme sociable. Elle aimait être en contact avec la clientèle, servir des whisky, bavarder, etc. Et donc, quand à 4 heures du matin, Momo descend de derrière ses platines, boit un whisky avec moi et me dit « Tu voudrais pas que je t'apprenne pour que tu puisses me remplacer ?» Ben c'est ça. Elle voulait renoncer à la solitude du métier et elle pensait que peut-être à moi, ça me conviendrait. Parce qu'elle avait dû remarquer, c'est une femme qui observait très très précisément, elle avait passé des décennies dans la nuit et elle observait très finement, je pense. Elle avait dû déceler chez moi un petit penchant à la solitude. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui me fait rebondir sur le fait que dans le livre, de manière générale, dans votre façon d'écrire également, j'ai l'impression qu'il y a un fort sens de l'observation et que c'est un petit peu le principe même d'être DJ aussi, c'est d'observer et comment le public réagit, comment cette masse justement dansante réagit, comment ses corps réagissent, mais aussi une volonté de comprendre un petit peu ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que ça soit sur le côté technique, matériel, on voit que vous avez une appétence pour ça, mais aussi sur ce que vous y avez vécu, comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de comprendre un peu le sens des choses qui tournent autour de nous, et que justement ce travail de DJ est un peu adapté à ce genre de façon d'aborder le monde, puisque on est vraiment dans un travail analytique, mais qui ne l'est pas vraiment aux yeux des autres, encore une fois, sur le papier, quoi. C'est pas un travail conceptuel. Quand on est DJ, on ne conceptualise pas sa piste de danse. Mais c'est pas parce que c'est pas conceptualisé sur le moment que c'est pas conceptualisable a posteriori. Mais la plupart des DJ ne sont pas des intellectuels. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à faire ce joint, à faire ce raccord. Il y a tout un savoir, et je pense que c'est comme ça dans nos vies, dans toute culture. Il y a des sortes de savoirs qui sont des savoirs incorporés, souvent implicites, très souvent insus, mais qui font que les gens on peut très bien faire des tas d'activités sans être obligé de les conceptualiser. Et c'est ça un apprentissage. Il faut une certaine durée, il faut une expérience pour arriver à incorporer les gestes, les analyses requises pour faire un tas de choses. Être dentiste, être médecin, diagnostiquer, faire danser les gens, cuisiner. Il ne suffit pas d'avoir un livre de cuisine, un livre de recettes pour arriver à faire un bon dîner. Il y a toute une part du savoir que nous transportons qui n'est pas explicitée. Et qui est une intelligence propre à l'espèce. Et que l'intelligence artificielle ne touche pas, n'a pas accès à ça. Pour ça, il faut être un corps au milieu d'autres corps, à faire des choses qui ne sont pas toutes explicites.
Est-ce que c'est pas aussi, ça vous a pas permis aussi, alors que j'ai l'impression que dans le livre, vous parlez que vous écriviez aussi pendant que vous étiez dans le monde de la nuit. Est-ce que c'était pas aussi un moyen de trouver l'équilibre entre justement ce que vous dites, l'intellectualisation et justement une improvisation, une corporalité, quelque chose de plus plus vivant au sens, en tout cas, plus de l'ordre du corps que du cerveau, quoi. Mais le cerveau est un organe du corps, quand même. Tout à fait. Mais des fois, on peut rester très profondément dans son cerveau et pas trop dans son corps. Non, mais ça, c'est parce que, en particulier en France, il y a la division. Et on le voit, par exemple, dans le divorce. Il y avait d'un côté les métiers manuels et de l'autre côté les métiers intellectuels. Il y a les gens qui travaillent avec leurs mains et puis les gens qui sont censés travailler avec leur cerveau. Et il y a une sorte d'hypertrophie sociale de l'intellect pur. On le voit dans tout le système d'enseignement français, malheureusement. Et à l'époque, c'était encore plus prononcé encore. Et moi, ça m'a toujours paru invivable ou insoutenable. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait du côté de l'intellect, mais j'ai essayé de me sauver de la noyade dans la sécheresse abstraite de l'intellectualité française. Voilà. Donc, j'allais à l'université, j'ai passé un concours difficile, j'étais en prépa, mais pour m'en désintoxiquer, je suis sortie dans les boîtes de nuit où j'ai appris des choses que jamais je n'aurais apprises à l'université. Et donc, ce qui ne veut pas dire que je crache sur l'université, je continue à vivre dans l'université. Mais s'il n'y a pas, il faut qu'il y ait matière à penser. Ben voilà, il faut qu'il y ait matière à penser. Notre temps commence à être un petit peu imparti, donc je vais juste vous poser quelques questions un petit peu sur la fin de ce texte qui, dans lequel on a l'impression que quelque chose se déplace un petit peu, qu'on quitte peu à peu le seul récit de la nuit, du DJing, pour aller vers quelque chose de peut-être plus personnel, plus fragile, autour du temps, de l'attachement, des pertes. Est-ce que vous en aviez conscience en commençant l'écriture de ce livre, ou est-ce que c'est justement, encore une fois, en écrivant, en improvisant, que vous avez vu que ça raccrochait à des choses peut-être plus personnelles de votre vie ? Oui, d'ailleurs, le but de l'exercice d'écrire, c'est pas d'écrire ce qu'on sait déjà, c'est de découvrir quelque chose qu'on ne savait pas avant et qu'on n'avait pas pensé avant. Donc, écrire, c'est pas représenter sa pensée. Écrire, c'est un instrument, c'est une technique pour arriver à penser du nouveau, pour arriver à penser ce qu'on n'a jamais pensé avant, pour découvrir ou pour ressaisir des choses qui sont insues, qui ne sont pas articulées, qui ne sont pas intelligibles. Et donc, si on fait correctement le travail, soit on arrive à une impasse et on n'arrive toujours pas à penser ce qu'on essaye, un truc qu'on cherche, soit il y a un moment, un déclic, et il y a une sorte de fulgurance particulière. Et c'est pas nécessairement dans le moment où on écrit, ça peut être après coup. Et il s'est passé pour ce livre que j'ai eu plein de moments où je me suis rendu compte que je commençais à comprendre quelque chose, mais à la fin, il y a eu une sorte d'accélération extrêmement brutale, où d'un seul coup, à force de travailler, retravailler, écrire, réécrire ces phrases, ce livre-là, les brouillons, c'est ça. Okay ? En page A4, c'est ça d'épaisseur. Donc j'ai écrit, réécrit, démonté, remonté, réajusté, remixé, tout ça pendant des nuits entières. Et à un moment, il y a eu un truc. Et je me suis rendu compte, j'ai
perçu quelque chose qui a été assez déstabilisant, je dois dire, qui m'a fait comprendre ce que, pas le sens ultime, mais à quoi était lié cet appétit que j'avais pu avoir pour la nuit, pour la danse, etc., dans une histoire personnelle. Voilà. Et donc ça, je ne le savais pas avant, je ne l'avais pas délibéré, et j'y suis simplement arrivée. Et je me suis posé la question de savoir si je devais le mettre dans le livre ou ne pas le mettre dans le livre, parce que c'est assez personnel. Je me suis dit, mais pourquoi pas, au fond ? C'est le parcours d'un livre, c'est la trajectoire. Quand on retrace, à un moment, on part, on décolle dans quelque chose qui est tout à fait étrange. Mais que j'ai trouvé très touchant. Enfin, c'est quelque chose. Moi, c'est une partie du livre qui m'a beaucoup parlé, enfin, à laquelle je ne m'attendais pas, et qui m'a beaucoup bouleversée. Oui, elle est hors programme par rapport à tout mais programme. C'est justement ça qu'on peut apprécier aussi dans l'écriture un peu plus improvisée, voilà. Je dirais. Vous avez je rebondirais sur le fait que vous avez utilisé le terme de remixer pour écrire, et que dans le livre, il y a des correspondances qui sont très fortes entre mixer et écrire, et vous ne les superposez jamais de façon trop binaire, au contraire, mais du coup, je voudrais vous entendre sur qu'est-ce qui, pour vous, les rapproche et qu'est-ce qui les sépare profondément aussi, même si vous l'évoquez dans le livre, mais peut-être pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. Il y a deux... jusqu'à récemment, on peut dire qu'il y avait deux modes d'invention possibles. La composition. On peut être un compositeur de poèmes, de prose ou de musique. Et puis l'assemblage, donc le remix. Et en fait, quand je dis remixer, j'ai tout un chapitre là-dessus, ça correspond à une esthétique très très particulière qui n'est pas l'esthétique classique, qui est l'esthétique moderniste. Pensez collage, pensez cadavre exquis des surréalistes et des dadaïstes. Pensez montage cinématographique et toutes les inventions du début du XXe siècle. Vous prenez des choses qui existent déjà, que ce soit du langage déjà imprimé, que ce soit de l'image déjà produite, que ce soit de l'image animée, du film déjà produit, et puis vous découpez, prenez des éléments hétérogènes, du discontinu, et puis vous les assemblez. Collage, montage, etc. Ça, c'est l'art du DJ, c'est la manière dont fonctionnent les DJ. Un DJ ne compose pas de la musique, il prend de la musique qui existe déjà, il la découpe en morceaux, il l'assemble avec d'autres musiques, c'est de l'assemblage. Voilà. Donc c'est pas de la composition, c'est de l'assemblage à partir de morceaux hétérogènes. Alors maintenant, il y a un nouveau mode de production des discours, des images, etc. C'est un nouveau modèle qui étonne tout le monde et qui est l'intelligence artificielle avec les systèmes d'apprentissage neuronaux. Donc la génération sur une base probabiliste à partir d'une base de données déjà constituée. Bon. Alors on peut écrire en composant comme un compositeur, ou alors on peut écrire en assemblant, en étant dadaïste. Et toute la difficulté quand on fait de l'assemblage, du montage, il y a une double polarité. Vous pouvez soit essayer de lisser toutes les transitions, soit vous pouvez laisser apparaître de la discontinuité et jouer de la discontinuité. Plan séquence ou montage vertevien, ou l'un ou l'autre. C'est pareil pour les DJ.
Vous avez les DJ de rap qui prennent des morceaux et qui cut très rapidement d'un échantillon à un autre, ou alors vous avez le mix long, lent et lisse du disco et de la techno, où les transitions deviennent imperceptibles de manière à produire un continu extatique. Voilà. Donc, le livre joue entre ces deux polarités et mélange des modes de production du texte qui sont à la fois classiques et à la fois modernistes. Mais je n'ai pas utilisé d'intelligence artificielle et il n'y a rien des réseaux neuronaux et des modes de production probabilistes qui deviennent contemporains. Voilà. Je n'ai pas utilisé ChatGPT. C'est tout à votre honneur. Ça fait maintenant 1 heure qu'on est ensemble. Peut-être que vous avez des questions dans l'Assemblée. Je vais vous laisser la parole. La première question est toujours la plus difficile, mais n'hésitez pas. Je pensais aux photos de Nan Goldin que vous devez connaître, qui sont quand même un répertoire extraordinaire pour la période, la période pré-SIDA, SIDA, et qui sont extraordinaires. Enfin, c'est la capture de la vie quotidienne dans un milieu très marginal, très précis, et où il n'y a pas de sélection a priori esthétique de ce qui est capturé par l'appareil photo. Et j'ai pensé parce que vous avez dit que elle fait des photos de nuit. En fait, elle fait des photos au flash, et ça donne des couleurs un peu particulières. Donc c'était aussi possible. Ça s'est pas fait en France, mais elle, elle a fait un travail tout à fait intéressant. Je pense que les marges new-yorkaises, parce que c'est quand même de cet espace-là dont on parle, étaient beaucoup plus émancipées, beaucoup moins contraintes que ne l'étaient les marges en France. Qu'en particulier, il y avait des concentrations de population beaucoup plus grande à New York qu'à Paris. Paris, c'était un tout petit milieu, tout petit, et extrêmement surveillé. Ce qui s'est passé à New York, c'est que la crise des années 70 a relâché fondamentalement la surveillance sur ces espaces-là dans les années 80, et la surveillance et le contrôle n'est revenu que beaucoup plus tard dans les années 90. Donc il y a eu un moment entre les années 70 et les années 80 à New York qui a été vraiment une explosion, et où il y a eu en effet avec Nan Goldin des inventions par exemple de formes de ressaisie du réel quotidien qui sont extraordinaires. J'ai été émue par cet autoportrait en solitude, parce que je trouve que là, je vous découvre vraiment. Ça me fait que vous y êtes. Et parce que le titre « Portrait de l'artiste, un animal nocturne », j'ai été étonnée par l'article « L'artiste ». Est-ce vous? Est-ce une autre? L'animal nocturne, ça pourrait être cette scène qui danse que vous avez décrite. Oui. C'est peut-être vous, mais c'est peut-être cet ensemble. Oui. Et moi, je ne suis pas très musicienne, donc j'ai eu du mal à y entrer. Je me suis accrochée, j'ai senti, parce que parfois je trouve vous êtes comme un deus machina, parce que cette attention que vous portez à faire danser, à faire un tout de ce collectif qui n'existe pas encore, mais que par la musique vous allez créer. Puis c'est un collectif où on sent beaucoup d'amour, de sensualité, d'abandon, d'exubérance. Donc ça, je trouve que c'est très beau. Et puis j'ai bien aimé aussi les photos que vous avez, ce montage que vous avez fait, puisque vous parlez des dadaïstes, tout ça, du Cadavreski. J'aime beaucoup vos stylos et vos vieilles baraques, votre horloge, votre ancêtre. Ouais. C'est très émouvant, je trouve.
Je vous remercie. J'ai pas cherché à émouvoir, mais il se trouve que c'est ce qu'on disait là tout à l'heure. C'est au bout d'une traversée de quelque chose. Je pense que si j'avais commencé le livre par là, ça aurait été aberrant. Les choses, c'est comme dans un set, il y a une temporalité particulière. On traverse une certaine expérience. Il y a un apprentissage de l'espace qui vous est présenté par le livre. Et les choses doivent arriver à un certain point, à un certain moment. Ce que j'ai aussi appris en étant DJ, c'est que un disque, il y a des disques, si on les passe au début de la soirée, ben, ils tuent la piste. Mais à un moment précis, quand ils auront été précédés par un certain nombre d'autres, quand les danseurs et les danseuses auront été portés à un point précis d'exaltation ou d'ébullition ou de fatigue, alors ce disque-là, d'un seul coup, peut produire un effet. Je pense que c'est la même chose quand on écrit un livre. La temporalité, c'est-à-dire ce qui intervient, ce à travers quoi on passe de page en page, prépare le lecteur ou la lectrice à entendre des choses qu'autrement il ou elle n'entendrait pas ou ne voudrait pas entendre ou ne pourrait pas entendre. Et c'est pareil pour qui écrit. Donc je suis, sensible et très touchée par le fait que ce que vous me dites, en fait, correspond à quelque chose de réel dans l'écriture du livre. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous parler du livre parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai écouté vos échanges, votre interview sur France Culture avec Marie Richeux. Et j'ai aussi écouté donc vos échanges avec elle aussi un an avant pour la découverte de votre bibliothèque. Les deux émissions m'ont vraiment touchée, quoi. Vraiment, j'ai adoré, quoi. Et je me suis posé cette question, comment fait-on pour passer de l'étudiante studieuse, brillante, il faut dire ce qui est, sans basculer. Comment fait-on pour rester dans le cursus universitaire, dans les livres, dans cette rigueur que vous avez, sans basculer dans le divertissement pur? Vous auriez pu basculer justement dans la nuit, les coïncidences. Est-ce que, à vous écouter, finalement, c'est pas ce divertissement que vous choisissez qui vous est vital pour rester justement et peut-être injecter du sens, de la sensibilité, de la sensualité dans vos écrits et aussi dans votre lecture, qui est dans vos lectures, dans la rigueur que vous vivez en tant qu'enseignante, en tant que voilà. Est-ce que c'est pas un appui finalement, ce divertissement, puisque vous parlez d'hésiter entre une carrière musicale et littéraire, mais finalement vous êtes resté quand on découvre tout ce que vous avez lu et votre culture, vous êtes quand même resté dans le milieu universitaire, la rigueur intellectuelle, etc. Je pense que c'était sage et je pense que si je n'étais pas retournée à mes chères études, après ce détour, je ne serais pas là pour en parler. Il faut quand même dire que c'était relativement dangereux de faire ce genre de métier. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'y ai survécu, c'est très bien. Je mesure rétrospectivement tous les risques que j'ai pris. Il y a des tas de gens qui n'en sont pas sortis, qui n'y ont pas survécu, qui ont sombré soit dans la came, soit dans d'autres choses. Et alors, j'avais un avantage, c'est que je n'étais pas suicidaire, et à la différence de beaucoup de gens qui vivaient dans le milieu de la nuit, j'avais plein d'options. C'est-à-dire que je pouvais décider du jour au lendemain de lâcher les platines, et j'avais une autre identité sociale à laquelle je pouvais retourner. Et disons, celle-ci était plus présentable. Bon. Par ailleurs,
C'était un divertissement, c'était un détour, mais les détours ne vous laissent pas indemne. C'est-à-dire, si vous faites un détour, normalement, vous apprenez ou vous voyez des choses qui, normalement, laissent une trace. J'aime pas faire du tourisme, au sens où... vous voulez un peu d'eau ? D'accord. Il y a des tas de gens qui font du tourisme. Il y a des tas d'écrivains qui vont passer 2 semaines à faire du repérage à un endroit et qui pensent qu'ils ont compris de quoi ils retournaient. Je préfère, pour comprendre et pour saisir quelque chose, moi, il me faut une immersion qui est une immersion profonde. Donc, je ne vais pas simplement sortir dans les boîtes de nuit pour m'amuser et grappiller 2-3 détails réalistes au passage. Je veux savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est ce que ma lecture de Flaubert m'a toujours appris. Il faut aller au fond. Flaubert a copié des bibliothèques entières pour Bouvard et Pécuchet. C'est de la folie furieuse, mais il a saisi quelque chose. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'intensité pour y arriver. Donc, vous avez raison, c'était un divertissement, mais c'était un divertissement sérieux. Alors, ensuite, je suis redevenu universitaire. J'avais jamais cessé de l'être. J'allais passer mes examens en Sorbonne, voilà. J'allais pas souvent en cours, il faut le dire, mais j'allais passer les examens et j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça marche, quoi. Oups, c'est rien. C'est mes écouteurs pour écouter de la musique. J'aurais très bien pu ne pas y survivre. Vous qui avez été dans tellement de lieux et tellement de scènes différentes, est-ce que vous avez senti quelque chose de spécifique quand votre public était uniquement féminin ou à grosse majorité féminine? Ouais. Non, vous avez raison, c'est une excellente question, parce qu'en effet, il y a des différences fondamentales. Alors, je dis à un moment dans le livre que faire danser une boîte de femmes, à l'époque, c'était vraiment difficile. C'est-à-dire que elle avait une tendance... Ça l'est toujours parfois. Ça l'est toujours parfois, bon... elles ont tendance à faire tapisserie. Il y a une sorte d'inhibition fondamentale. Et donc, pour décoincer ça, il faut vraiment, vraiment travailler beaucoup. Alors que dans toutes les boîtes gays que je fréquentais, Paris, Berlin, New York, etc., il n'y a pas d'inhibition. Par définition, il n'y a pas d'inhibition. Et donc, quand j'ai fait DJ, ça m'est arrivé de faire des remplacements dans des boîtes gays à Paris, parce que d'un seul coup, vous avez un DJ qui disparaît, on ne sait pas où il est parti, si il est en train de descendre d'un excès de substances diverses ou s'il est parti avec un amant quelque part, enfin bref. D'un seul coup, à 11h du soir, il n'y a pas de DJ, who you gonna call? Et donc, j'ai fait comme ça, et c'est pas du tout la même dynamique. C'est fondamentalement pas la même dynamique. Et vous avez raison, il y avait, et il y a probablement encore, des différences très très marquées. Alors, il y a des différences de genre, il y a aussi des différences qui sont des différences ethniques. À New York, c'était extrêmement prononcé. Il y avait des boîtes blanches, et puis il y avait des boîtes noires. Okay? Et la vibration n'était pas du tout la même. La musique n'était pas la même. Les manières de danser étaient différentes. Et voilà, les bulles étaient totalement différentes. C'était très très clair à New York. La ségrégation des boîtes, même marginales, était extraordinaire. Il y avait le Paradise Garage et il y avait The Saint. C'était même pas le même environnement sonore. La sono, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, n'avait pas les mêmes caractéristiques spectrales. Au Saint, c'était une sono qui était l'équivalent d'un matériel hi-fi très très haut de gamme. Vous étiez dans un salon et vous aviez une représentation,
homogène, brillante, de toutes les fréquences, de l'infrabasse à l'aigu. Au Paradise Garage, vous étiez littéralement soulevé par les basses. La musique vous bougeait. Vous ne bougiez pas sur la musique vous bougeait. Vous étiez, vous deveniez un élément de transduction des ondes sonores. C'était dans les basses, c'était mais extraordinaire. Voilà. Donc, il y a des différences qui sont des différences fondamentales. Ce ne sont pas les mêmes milieux et les corps ne sont pas dans le même rapport. Les enveloppes ne se dissolvent pas de la même manière ou à la même vitesse. Et c'est très très curieux. Pour rendre compte de ça dans le détail, c'est très très difficile. Mais ce qu'il faut, je pense que si le livre peut avoir une utilité, c'est rendre sensible ou attentif à ces choses que justement on ne remarque pas, mais auxquelles nous sommes sensibles sans nécessairement nous en rendre compte. Merci beaucoup. On peut peut-être poursuivre l'échange de manière un peu plus informelle. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'être ici. Merci Anne. Merci. Vous venez d'écouter Anne Garetta autour de la publication aux éditions Mercure de France de son livre intitulé DJ, portrait de l'artiste en animal nocturne, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 28 mai 2026. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.